Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social. Pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors je suis ravie de vous retrouver, dernière ligne droite avant la fin de l'année. Je sais pas vous, mais moi je commence déjà à préparer 2023 et je me pose beaucoup de questions pour le podcast en fait. Savoir ce que je continue à vous proposer, ce qu'il faut que je fasse plus, ce qu'il faut que je fasse moins, enfin en fait de quoi vous avez besoin en gros. Et donc je serais hyper reconnaissante si vous preniez quelques minutes pour répondre aux quelques questions assez courtes. Vous avez le lien vers le questionnaire dans les notes de l'épisode. Et comme je sais que c'est malgré tout du temps pour vous, même si beaucoup le font parce qu'ils souhaitent me remercier pour le podcast, je sais que c'est du temps que vous prenez, c'est très précieux. Et de ce fait-là, je vais tirer au sort 4 participantes et participants, donc 4 répondants ou répondantes, et leur proposer 30 minutes de coaching individuel pour les aider eux aussi à préparer 2023. Voilà, donc n'hésitez pas, je fais ça jusqu'à la fin d'année, je ferai le tirage au sort en janvier, donc si vous m'écoutez pendant les vacances, vous avez un peu plus de temps, ça tombe bien, c'est dans les notes de l'épisode, mais ça vous prendra 5 minutes, pas plus. Alors, autre chose, vous le savez, je vous le dis tout le temps, aussi vous pouvez, n'hésitez pas, si vous souhaitez me soutenir surtout le podcast, à le noter sur les plateformes, à vous abonner pour pas louper les épisodes, et puis à le commenter toujours sur les plateformes. C'est ce qui me permet de continuer à le faire grandir et donc le faire vivre. On va passer maintenant à l'épisode du jour. Donc, on attaque plus ou moins une série dans laquelle j'essaye d'aller un peu enquêter, comprendre, décrypter des choses sur les jeunes et la relation au travail. Et je vais voir la semaine prochaine, vous verrez, vous allez entendre une DRH. La semaine dernière, on avait un directeur général. Et aujourd'hui, j'ai voulu aller chercher une personnalité un peu à part, un peu atypique, mais qui justement fait vraiment ce travail de jonction entre les dirigeants et les jeunes générations. Enfin, pas que, mais... Et cette personne, c'est Julie Douarin. Donc Julie, peut-être que vous la connaissez ou peut-être que vous la connaissez pas. En tout cas, c'est une personnalité dans son milieu, dans le monde de l'immobilier. Vous pouvez la trouver sur Instagram, c'est Douarin, D-O-U-A-R-I-N, son nom de famille. Elle travaille à la fois sur l'incarnation, l'influence et le mentoring, donc plus axé effectivement sur le monde de l'immobilier au sens large, de la construction à la distribution. Et pourquoi Julie ? Eh bien Julie, en fait, elle accompagne, dans son travail d'incarnation et d'influence, elle va accompagner les dirigeants de ce secteur dans leur posture de communication, et notamment pour être entendue par les jeunes, pour donner envie aux jeunes de venir chez eux. Donc on va parler là d'attractivité. Mais elle déploie aussi des programmes de mentoring dans les écoles. Et il lui tient à cœur, vous allez voir, d'essayer, de permettre aux jeunes générations de s'intégrer au monde professionnel, de prendre leur place dans le monde professionnel et dans l'entreprise. Donc notre échange est différent de ce fait, toujours très éclairant, et on va parler, comme je vous disais, de l'entreprise, de la jeunesse, de posture, de comment chacun doit faire sa part. Et cet épisode me plaît parce que j'étais un peu encore hérissée ce matin en voyant partout émerger des articles sur la flemme des nouvelles générations, la flemme des Français, la flemme. Et je trouve qu'on stigmatise. Or, au milieu de tout ça, oui, peut-être que, on est là, oui, il y a des gens, là, au sens, il y a des choses qu'il faut changer, il y a des choses qui doivent évoluer dans le monde de l'entreprise, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont envie de faire des choses, et voilà, Julie en fait partie, et je pense que c'est toujours important, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast, de donner de la parole à ces acteurs, et de montrer qu'il y a des choses qui se font, et de montrer en fait qu'on peut agir, plutôt que faire que constater à coup de grands articles qui, j'avoue, m'irrissent toujours un peu les poils sur la peau en me disant je préférais qu'on agisse. Donc moi, ce que je vais vous proposer avec Julie, c'est de vous inspirer et d'agir. Je vous souhaite un super bon épisode. Je vous dis à bientôt et bonne écoute. Bonjour Julie.
Bonjour Delphine. Alors, je suis ravie de vous avoir sur le podcast aujourd'hui. Mais Julie, avant qu'on aille plus loin, je propose que vous vous présentiez pour nos auditeurs et nos auditrices. Je suis Julie Douarin, j'ai une société d'incarnation, d'influence et de mentoring qui est plus axée sur les métiers de l'immobilier, allant de la construction jusqu'à la gestion en passant par la commercialisation. C'est une société qui aujourd'hui a à peu près 1 an et qui touche pratiquement le monde entier aujourd'hui. Je suis publiée aux États-Unis ainsi qu'en Chine et en Europe. Et elle a été montée donc il y a 1 an suite à une demande qui a émané des États-Unis, puisque moi j'ai fait presque toute ma carrière dans l'immobilier, 17 ans, en commençant par le logement social et en terminant par l'immobilier de luxe et notamment la formation. J'ai également été intervenante jusqu'en début d'année dans une grande école immobilière pendant 3 années consécutives, et aujourd'hui je donne des conférences qui sont également ouvertes à tout type de public et à toute génération. D'accord. Merci beaucoup. Donc vous voyez effectivement un profil très vaste, et je vous propose d'explorer avec vous un sujet qui est celui de l'attractivité des plus jeunes générations. Alors, même si aujourd'hui les problèmes d'attractivité sont presque intergénérationnels, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de dirigeants qui ont du mal à comprendre et à savoir comment agir et comment attirer ces nouvelles générations. Et là, je parle à la fois à votre, à votre casquette plus de tout ce que vous travaillez, on va dire, sur l'influence, sur l'impact qu'on peut avoir en termes médiatiques ou ce qu'on peut transmettre, que sur votre rôle plus de mentor, et d'aider aussi, d'aider à la fois d'aider aussi les dirigeants à comprendre comment est-ce qu'ils peuvent capter ces jeunes. C'est une réponse qui va être en plusieurs temps. De ce que je peux en voir depuis toutes ces années, c'est vrai que chaque génération a son propre ADN. Et pour pouvoir interagir ensemble dans une société, il faut savoir communiquer ensemble. Le premier élément de réponse, c'est que la majorité des dirigeants avec lesquels je travaille ont cette fâcheuse tendance, et que j'ai du mal à m'expliquer, parce qu'ils sont parents de cette fameuse génération qui est en train d'arriver sur le marché du travail. Ils ont du mal à dupliquer ce qu'ils ont à la maison dans le milieu professionnel. Donc déjà, on ne caste pas, et j'insiste bien sur le mot caster, cette génération. Au niveau des offres d'emploi, il y a toujours, si vous voulez, malgré les alternances, la majorité des écoles aujourd'hui, en tout cas pour la construction, l'immobilier, permettent l'alternance. Mais sur un premier emploi, on va demander 3 à 5 ans d'expérience. Et on ne considère pas l'alternance comme étant une expérience. Donc dans la rédaction d'annonces, ça c'est le premier point que je donnerai en tout cas aux dirigeants, pour aller capter cette nouvelle génération et en tout cas lui donner envie de rejoindre nos rangs, c'est de spécifier dans les annonces que l'alternance vaut pour expérience. Et qu'ils n'attendent pas les fameuses 5 années. Mais oui, l'alternance, c'est une superbe expérience en plus. Ils sont déjà prêts, ils ont déjà une idée de la société, mais c'est vrai que on remarque, dans en tout cas moi la clientèle que j'ai aujourd'hui, quand je vais faire des audits, la première chose qui me choque, je leur parle de cette nouvelle génération, de ces talents avec lesquels moi j'ai plaisir à travailler depuis des années, puisque j'étais une des premières à engager des millennials. Ça avait été un sujet il y a quelques années, mais ne perds pas ton temps. C'est un des grands crans de ma carrière, avoir engagé la jeune génération. Et peu importe l'âge, en fait, dès lors que je voyais des emplois d'été ou des emplois après les cours, plus de l'alternance, je calculais ça, en tout cas j'intégrais ça comme de l'expérience professionnelle. Et comme une capacité de travail ? Bien évidemment. Tout le monde n'est pas en capacité de sentir la frite dans un job étudiant. Ça veut dire qu'on est engagé, en fait. Et même d'être en alternance, parce que l'alternance, il y a un côté quand même assez challenging de se retrouver en entreprise, de trouver son contrat, et d'être déjà en entreprise, parfois très jeune. Les écoles aujourd'hui, alors pas que les écoles immobilières, ont des partenariats avec des grands noms, des grandes marques, quelles qu'elles soient. J'ai appelé, il y a peu de temps, différentes grandes marques de la construction à augmenter en fait ces partenariats, à même aller dans une dynamique de mécénat.
Parce que là aussi, on a toujours un nombre très restreint d'alternants. Alors, ça marche dans les deux sens, on va être très clair. Là, je parle pour le jeune public. On n'envoie pas, on ne postule pas 2 semaines avant de trouver une alternance, s'il vous plaît. ça arrive. Alors, majoritairement, vous le faites pas, mais j'avais quand même envie de remettre un petit peu ça sur le tapis. Ça me désole d'avoir des super talents qui finalement se réveillent au dernier moment et qui, dans une assemblée, se disent mais mince, ils sont 50 à avoir une alternance et on est 5 parce qu'en fait, on s'est pas réveillé assez tôt. Mais j'ai invité en tout cas des grosses sociétés à travailler sur le mécénat, à les inviter aux soirées professionnelles. Ils sont pas non plus invités aux soirées professionnelles. J'ai eu la chance d'assister à une excellente soirée. Et là, je vais me permettre de citer le nom. C'est une école immobilière, donc c'est l'IMSI. Ils ont fait une soirée avec ce que j'appellerais les grands noms de l'immobilier français. Ça s'est tenu à Paris il y a quelques semaines. Et c'est la première fois que j'ai vu, en fait, les dernières années être invités, plus les jeunes diplômés. Donc là aussi, il y a une véritable dynamique. Ils sont allés un petit peu échanger avec les grands patrons de l'immobilier. C'est encore très timide. Autre point qui est extrêmement important, c'est les conférences qu'on peut faire en journée. Dites les conférences professionnelles. On ne les voyait jamais. La jeunesse pense en fait qu'ils ne sont pas légitimes. Alors ce mot-là, il revient très très souvent. J'ai à cœur, moi, depuis presque 2 ans, d'expliquer, que ce soit dans les conférences en journée ou du mentoring, qu'il n'y a pas de tranche d'âge en fait. Dès lors que vous démontrez l'envie d'y aller et que on arrive à déceler ce petit supplément d'âme qui fera que vous allez devenir déjà une personne bien dans ses baskets et qui peut faire avancer en tout cas le sujet sur lequel on va travailler ensemble, c'est un plaisir de les recevoir. Donc inscrivez-vous. Moi j'ai rarement vu quelqu'un dire on ne veut pas de toi parce que tu as 20 ans. Et l'année dernière, on a fait une journée assez importante qui était la journée de l'influence sur l'immobilier. C'était 2 jours, pour être exact. Et c'est la première fois. On avait la personne avec laquelle j'avais monté le programme a proposé à 4 de ses étudiants. Ils sont venus de Lyon nous aider, mais ils ont pu assister aux 2 jours. Et j'ai pris 4. J'ai pris 4 étudiants. C'est un crève-cœur hein, parce que on voulait, si on avait pu. Toutes les sessions venaient, donc 4 de cette école parisienne, et ils étaient mélangés à une centaine d'intervenants de l'IMO. Ils n'ont jamais autant networké, se sont sentis à l'aise, et du coup, sur l'année qui vient de débuter, ils ont réussi à trouver de meilleures alternances. Certains ont déjà intégré le milieu professionnel, ils se sont sentis à leur place. Et de l'autre côté, les adultes qui étaient présents, ça leur a fait du bien. Ils ont été très heureux de voir cette nouvelle génération qui a fait l'effort de venir. Mais ce que j'allais dire, donc la question que je vous posais était un petit peu comment attirer ces nouvelles générations. Donc déjà, première chose, de ce que j'entends de ce que vous dites, c'est les inviter à des événements professionnels. À la fois pour démystifier un peu la vision de l'entreprise au sens large. Alors c'est peut-être pas ceux que vous embaucherez, ceux que vous attirez, mais vous contribuez à... et en plus vous commencez à créer des liens et peut-être à identifier des potentiels si vous les invitez très tôt, parce que c'est vrai que quand on parle de rétention, on parle de vivier de talent, et qu'un vivier de talent ça se construit sur la durée, donc ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de besoin, mais tout d'un coup j'entends qu'en les invitant effectivement à des événements professionnels, donc pas en créant des événements pour eux, pas sur le campus, pas juste en salon étudiant, mais plus conviez-en à vos événements professionnels sur vos profils cibles, que ce soit dans des écoles ou dans des universités ou des choses comme ça. Et là, ça me paraît bien. C'est bien résumé. Communiquer et networker, même s'ils sont encore en école. Et même, je vais même aller plus loin, même à la sortie du baccalauréat. Oui. Mais même en terminale, hein, ça peut être parce qu'ils ont besoin de s'orienter. Donc, comment est-ce qu'en tant qu'entreprise, vous créez des événements professionnels dans lesquels vous les invitez, mais pas des événements dans lesquels vous les parquez, parce que s'ils sont qu'entre eux, ils vont pas apprendre grand-chose. Et l'autre chose, parce que vous disiez, ils ont parfois, ils essayent d'aller parler avec les grands patrons, mais c'est pas facile. Donc, comment est-ce que quand on est un dirigeant, on se rend plus accessible à ces nouvelles générations, on donne envie de venir dans son entreprise? La communication. Et alors là, on va parler des médias sociaux, que nous on appelle réseaux sociaux en France. Ouais. C'est vrai que
on a eu une manière de communiquer jusqu'à présent qui était dite très corporate. Donc un logo, une idée et une image qui parlera à toutes les générations. On a tendance à penser, et ça c'est un échange qu'on a avec beaucoup d'intervenants, en fait, qui ne sont pas assez capés intellectuellement et qu'on ne va pas niveler par le bas en communiquant de la façon dont la jeune génération communique entre elles. C'est faux. C'est non seulement ils nous nivellent par le haut, et dans la manière, dans l'utilisation de certains mots. Je vais vous donner un exemple très simple. Je pense que tout le monde a vu cette pub, moi je viens d'avoir une 40aine d'années, où on demande de porter des lunettes. C'est un homme qui fête son anniversaire et qui finit par dire, il est à côté de sa fille, elle lui dit, mais t'as pas le seum. Premier cours l'année dernière, je leur déroule en fait le programme et je leur dis, mais moi je suis ravie d'être avec vous et je n'ai pas le seum d'être avec vous. Et ça fait, on a décontracté le débat. Ils se sont sentis extrêmement à l'aise, ce qui fait que dans l'année, au lieu d'utiliser peut-être une terminologie beaucoup plus actuelle, ils se sont sentis capables, eux, d'utiliser finalement une terminologie plus professionnelle. Parce que vous aviez fait aussi la démarche. Ça marche dans les deux sens, c'est une rencontre. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de patrons, et c'est une chose que j'ai du mal à m'expliquer, parce que je le redis, ils ont des enfants dans cette tranche d'âge, scindent complètement en fait cette approche, ce côté instinctif, authentique. Mais parce que, alors là vous parlez d'un point qui est clé pour moi dans le leadership, qui est la vulnérabilité, mais on est tellement, c'est le paradoxe en fait. D'abord, souvent on n'arrête pas de parler d'ailleurs de préserver l'équilibre pro-perso, on coupe les deux. Or on est une seule personne, donc déjà c'est de se dire tout d'un coup, quand j'arrive dans l'univers de l'entreprise, je ne change pas d'attitude, c'est compliqué. C'est vrai qu'on est souvent dans les moules corporate et quand on rentre dans le moule corporate, on enfile notre costume corporate et on a du mal à le quitter. Donc ça, c'est la première chose. Parce que le quitter, c'est s'exposer, c'est enlever une forme d'armure, en fait, qu'on n'a pas en famille, donc avec leurs enfants, ils ne l'ont pas. Et ça demande de faire un effort de partage de sa vulnérabilité qui est très important, qui est pas simple, en fait. Et puis, il faut faire attention à pas non plus instrumentaliser. C'est-à-dire que quand vous parliez d'adopter leur langage, si ça devient instrumental, c'est contre-productif. C'est-à-dire que tout d'un coup, un patron qui se met à parler constamment comme un jeune, ça va pas marcher non plus. Parce que ça reste un dirigeant qui doit inspirer et donner envie d'aller ailleurs. Donc en fait, c'est comment trouver cette juste place, en fait, comment être soi. Et c'est vrai que c'est peut-être se dire comment est-ce que je suis dans l'univers normal. Et il y a quelque chose, ça me fait penser à quelque chose que j'entends souvent. J'ai plusieurs managers qui m'ont expliqué qu'ils avaient réussi à faire évoluer leur posture plutôt dans le milieu associatif. Parce que c'est un milieu, pour eux, il n'y a pas d'enjeu. C'est pas personnel, c'est pas professionnel, c'est associatif. Donc peut-être trouver des terrains de jeu pour s'entraîner sur lesquels il y a moins d'enjeux, où on arrive à quitter voilà. Et tout en gardant, parce que ça c'est une conversation qu'on avait en préparant donc ce podcast, tout en gardant une attention à la prestance qu'ils ont en tant que patron. C'est l'équilibre qui est pas toujours évident. C'est garder ce rôle, garder ce rôle aspirationnel quand même. Alors, sur l'inspiration, c'est justement mon sujet. Quand je travaille sur l'incarnation, et pour avoir dans la clientèle et être passé notamment par d'autres pays et pas forcément outre-Atlantique, pour que le lien se crée et qu'il n'y ait justement pas cette dynamique de vulnérabilité, il y a quelque chose moi, que je trouve très très choquant au niveau de nos dirigeants, c'est qu'ils ne racontent pas leur parcours. Moi je pense que le lien commence par ça, de dire mais aujourd'hui ma posture en tant que grand patron, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, il y a des grands patrons qui ont aussi 25 ans, mais de raconter j'ai commencé à tel âge, ça a été en ligne droite où j'ai eu des étapes, je venais de tel milieu, j'ai dû peut-être plus travailler pour pouvoir payer une bourse d'études. On n'en parle jamais. Ça, en parler à cette génération, ça crée déjà le lien. C'est un travail que je fais régulièrement, moi, avec certains dirigeants. Et là, ils se sentent... Il y a l'aspect vulnérabilité qui est mis de côté. Et
l'interlocuteur intégrant de l'entreprise se sent considéré. Il y a aussi ce sujet de la considération. Bien sûr, mais ça me fait penser, je suis intervenue dans une conférence sur l'audace pour une association pour la diversité, chez un grand auditeur international. Et quand j'ai parlé d'audace, en fait, bref, je vais pas donner ma définition là, mais j'ai parlé du coup de mon parcours qui était au début assez chaotique. J'ai dû faire preuve d'audace pour y arriver. Et derrière moi intervenaient les associés qui sont censés mentorer ces jeunes femmes, qui ne se dévoilaient pas d'habitude parce que c'était pas dans la culture, et qui tout d'un coup, derrière mon intervention, ont tous expliqué qu'ils n'avaient pas du tout fait pas du tout le chemin qu'on a pensé pour qu'ils soient associés. Et moi, je pensais que tout le monde le savait, que c'était normal. Et en fait, la personne qui m'avait conviée à faire la conférence m'a dit « c'est la première fois qu'ils en parlent ». Et là, je me suis dit « c'est dommage parce que ils étaient très enthousiastes dans ce récit, ils étaient contents de le partager. C'était amusant, c'était drôle pour certains. Ça donnait envie. Derrière, toutes les jeunes femmes sont venues discuter avec eux. Pourquoi ? Parce que je pense qu'elles se sentaient tout d'un coup... en tout cas en empathie comprise, en tout cas pouvant discuter avec ces gens-là. Donc ils avaient quitté leur statut d'associé en haut de la tour pour être quelqu'un comme eux, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et donc ce qui m'a frappée, c'est de me dire mais finalement je pensais c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une dynamique où on imagine que les gens le font plus naturellement en fait, parce que ça c'est le bon côté des réseaux sociaux, c'est qu'ils nous amènent à ça, même si parfois c'est difficile. Et je suis donc surprise à chaque fois de découvrir que non, et que c'est pas évident, et que pourtant ils ont des parcours, c'est passionnant. Ils sont passionnants, ils sont brillants, et échanger sur, et vous l'avez parfaitement dit, parce que je pense que cet instant a dû être magique, ça génère encore plus de respect. Donc ça ne les déstabilise pas. Bien sûr que non. Au niveau de la posture entrepreneuriale. Ça, c'est un point important ce que vous dites. Ça veut dire que le respect chez un jeune se gagne plus parce qu'on partage de manière généreuse que par la posture qu'on prend. C'est une évidence pour moi. Mais en fait, c'est une évidence humaine finalement. Bien sûr, bien sûr. Et ce qui est super intéressant quand on rencontre les deux parties, alors ça fait un petit peu tribunal, mais on va enlever ça. Non, mais c'est vrai que dans tous les patrons que j'ai pu croiser dans ma carrière, qui soient issus de l'IMO ou autres, parce que je fais pas que des patrons d'IMO, ça m'arrive aussi, on vient me demander sur d'autres types de professions. La première chose que je demande, c'est qu'on me raconte tout avant le premier emploi. Parce que ça explique beaucoup de choses. Et le cran d'après, c'est très bien. Donc aujourd'hui, vous désirez recruter cette nouvelle génération, donc vous aspiriez à certaines choses. Vous me racontez sur cette période de vie que vous étiez militant dans tel truc, vous étiez dans telle association, que fallait choisir entre manger une demi-baguette ou payer un ticket de métro. C'est ça qu'il faut leur dire. C'est vrai. Mais je crois, vous parlez de tribunal, justement, c'est pas du tout une condamnation, c'est que je pense qu'on est dans une société qui nous a beaucoup obligés à ça. Enfin, moi, pour le coup, ma génération, donc moi, je suis à peu près un peu plus que votre génération, parce que je suis à la cinquantaine. Il y a des tas de choses qui ne se disaient pas, et on nous a fait rentrer dans je parlais de moule corporate au départ, très très fortement. Donc pour un dirigeant, c'est pas facile. C'est pas facile, et parfois il peut se sentir un peu agressé parce qu'il a l'habitude de se protéger en fait par ça. Je pense que c'est encore plus vrai chez les hommes que chez les femmes, ou en tout cas on va parler plutôt de part masculine et féminine, parce qu'après tout, voilà, ça c'est pas une généralité. Mais voilà, donc c'est une éducation à refaire, mais elle est extrêmement importante effectivement quand on veut attirer et recruter des jeunes. Donc ça veut dire, sur le plan, vous avez parlé de l'annonce. Et il y aurait plein de pistes à creuser là-dessus, parce que je pense que les annonces sont encore très très corporate. Ça passe par les entretiens de recrutement, ça passe par effectivement la communication du dirigeant, ça passe par tout ça. Mais du coup, quand on préparait, vous m'avez parlé aussi du fait que c'était important quelque part de parfois redonner un petit peu aussi un cadre aux jeunes générations. Donc de l'autre côté,
qu'il y a aussi aux plus jeunes générations, voilà, de les aider à faire un pas vers l'entreprise, peut-être aussi en les mettant face à une forme de réalité. Tout à l'heure, vous disiez déjà la réalité de ne pas chercher 5 jours avant, effectivement. Parce que c'est vrai que c'est une génération Internet, donc c'est une génération où tout va très vite, où tout est facile, où tout peut se passer très vite, en fait, paradoxalement. Donc, comment est-ce qu'on peut les aider là-dessus aussi ? Alors, premier truc et astuce, Wikipédia n'est pas une source d'information. Ça, c'est un de mes grands sujets. Quand vous préparez un entretien, et si le dirigeant de la société a une page Wikipédia, il faut aller chercher plus des interviews et des choses beaucoup plus corporate. Après, sur ce lien qui est très très important et sur ce cadre, alors quand on utilise le mot cadre, ça ne veut pas dire fliquer. Non. Le cadre, quand il est bien utilisé, apporte du confort. Bien sûr, et de la liberté. Mais ça, c'est difficile de l'expliquer correctement. Mais il faut juste se souvenir de nos premiers instants de vie, en tout cas des premiers moments qu'on passe en famille. Il y a ce que l'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire pour nous mettre en danger. C'est pareil dans l'entreprise. Il y a des choses, pour revenir aux basics, en fait. Et j'avoue que sur ces histoires de cadre, ces premières années professionnelles seront les plus importantes. Et quelle que soit la génération, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un tout petit peu d'écart dans nos générations. L'intégration qui a été faite dans les sociétés dans lesquelles nous sommes rentrés divergent un tout petit peu. C'est possible. Après, moi, j'ai le souvenir d'avoir rencontré quelqu'un à qui je dois dire merci pour toute ma carrière, qui était une femme très novatrice, qui donnait beaucoup de liberté. Par contre, qui savait, malgré le sourire, malgré la rigolade, et on est quand même chez un bailleur social, hein, donc ça signifie qu'il faut trouver des solutions pour du très très social, voire du loyer très libre, qui savait recadrer ses équipes et de manière très juste. Donc être recadré, ça permet confort, liberté, et c'est ce qui par la suite, quand j'ai changé de différentes sociétés, j'avais ce cadre très jeune, puisque moi je l'ai rencontré, j'avais 25 ans. Il y avait le cadre que j'avais dans ma famille, le cadre que j'avais à l'école, le cadre que j'avais pu avoir à l'université, mais avoir quelqu'un qui vous engage, et c'est souvent les premiers métiers, ou en tout cas les premières années professionnelles qui vont conditionner si oui ou non vous restez dans l'entreprise ou pas. Ouais. Donc là aussi, quelqu'un qui vous dit lors d'un entretien, alors pas forcément le recruteur au démarrage, c'est le second entretien avec le responsable de service ou voire le grand patron, si on vous indique que le cadre est celui-ci, ça n'est pas pour vous brider. Bien au contraire, c'est pour que ça se passe bien. C'est pour aussi juger si oui ou non, finalement, vous avez bien pris en considération ce que c'est que l'entreprise. L'entreprise, c'est un travail d'équipe. Donc, il faut absolument que chaque service et chaque interlocuteur de chaque service ait la possibilité de communiquer avec les autres services. Et ça passe par le cadre. Oui, donc poser le cadre, c'est très important. De toute façon, dans les entreprises qui ont des pratiques de management aujourd'hui les plus ouvertes, les plus horizontales, les moins hiérarchiques ont le plus de cadres. Parce que par définition, ça ne se fait pas sans cadre. Donc ça, c'est important, effectivement, à rappeler et de redonner des repères là-dessus. Pour pouvoir comprendre et effectivement trouver ce qui se fait. Et ça me fait penser à quelque chose. Pour le coup, là, je vais parler comme une vieille, mais dans mon premier job, c'était une boîte internationale, j'étais chez DHL, et forcément, il y avait beaucoup d'anglais. Donc, on utilisait beaucoup le you. Et c'est vraiment il y a 30 ans, presque 30 ans, 25 ans, on nous a encouragé, le comité de direction a encouragé à utiliser le tutoiement pour se mettre au you, à l'équivalent du you avec les Anglais. Et j'ai vu certains collègues perdre les pédales. Parce qu'en fait, du coup, ils n'avaient plus de cadre. En fait, parce que tutoyer un membre du comité de direction ne veut pas dire que c'est un copain. Ça ne veut pas dire qu'on lui manque de respect. Et tout d'un coup, pour ces personnes-là, ça dérapait. Et donc voilà, d'où l'importance du cadre. Et j'y pense parce qu'aujourd'hui, je suis frappée. Hier, dans ma rue, il y avait des livraisons en cours.
et des personnes se hurlaient dessus du balcon au livreur en bas en se tutoyant et en se parlant comme si... Et je me suis dit, à un moment donné, il faut remettre un cadre là. Parce qu'il y a un livreur qui fait son métier, il y a quelqu'un qui vient servir, mais ni l'un ni l'autre ne doit insulter l'autre, ni l'un ni l'autre n'a à tutoyer. Voilà. Et en fait, le tutoiement aujourd'hui, que je trouve à la fois très agréable, parce que ça donne une proximité, etc., parfois fait ripper le cadre. Voilà, donc je repense à cet exemple qui date, mais qui, je pense, toujours autant d'actualité, et qui m'a encore frappée. Donc ça veut dire aussi trouver la bonne distance et savoir remettre le cadre. C'est-à-dire qu'on peut être dans une entreprise où tout le monde se tutoie et il n'y a aucun problème et c'est super. Par contre, il va être important de poser le cadre pour que ce tutoiement ne permette pas des choses qui n'ont pas lieu d'être. La question du you en France, elle est récurrente depuis des années. Alors, je l'ai vécu aussi ce moment. En ce qui concerne son application, moi, dans ma vie professionnelle, par exemple, quand je dispense des conférences ou des cours auprès de la nouvelle génération, j'autorise qu'on m'appelle par mon prénom. Par contre, c'est vous quand on est dans la dynamique de travail et c'est tu dès qu'on est sorti de l'amphi. Ouais, pour laisser un cadre, en fait. Et ils sont plus à l'aise avec ça. Et notamment ceux qui ont été diplômés en septembre, ce qui était très très drôle, c'est que je leur dis, cette année, je ne suis pas votre intervenante, ou ça y est, vous êtes dans le monde de l'entreprise, donc le tu peut être envisageable. Et beaucoup m'ont dit, certainement pas. Parce que on n'a pas encore fait nos preuves. Oui, on a besoin de ça pour... Voilà. Donc, je pense que toutes les postures sont respectables. Une fois de plus, c'est juste une remarque sur le fait de ce cadre dont vous parliez. Et du coup, être très attentive à la façon dont on communique aussi. Parce que c'est vrai que parfois, on peut avoir des campagnes de recrutement pour attirer très empathique avec les jeunes, très dans le ton, mais peut-être trop, qui fait que quand le jeune arrive en entretien, il va avoir une attitude qu'on va trouver déplacée, mais à un moment donné, c'est le message qu'on lui va passer dans la communication. Ça les déstabilise beaucoup. Si on en revient au-dessus, et à la façon dont, en tout cas, ça a fonctionné sur les dernières années me concernant, il y a une chose que j'utilise dès lors qu'ils rentrent en école. C'est au lieu je n'utilise pas le mot mes étudiants, mes stagiaires. Le premier cours, c'est chers confrères, chères consoeurs. Pour les mettre déjà dans une posture de... Et ce qui se passe après, finalement, on s'aperçoit que ce cadre, là, c'est une question de cadre aussi. Quand je leur donne différentes options sur le tu, même en soirée professionnelle, ils ont du mal à sortir finalement du vous. Parce qu'ils se sont dit, elle nous a pas considérés. Alors, d'autres intervenants le font en France. On n'est pas beaucoup à le faire, mais on est quand même quelques-uns. Et ça, c'est aussi un truc que je donne aux dirigeants. Bizarrement, on a quand même les meilleurs résultats. Voilà. Ouais. Mais parce que l'engagement aussi est là-dedans. Oui, la posture qu'on a dès lors, dans la façon dont on reçoit le jeune diplômé, dont on va... le jeune diplômé, le jeune tout court d'ailleurs, pas forcément diplômé, dont on va l'accueillir en entretien, dans la posture qu'on va avoir, la place qu'on va lui donner. Et c'est vrai qu'il y a un jeu de miroir qui est forcément énorme. Il y aura un jeu de miroir dans l'entreprise aussi, c'est important. Donc on est vraiment dans le schéma de se mettre à la portée tout en donnant un cadre pour avoir le bon... permettre aux jeunes aussi de trouver le positionnement dans ce rapport, dans l'entreprise, dans ce futur job. Et est-ce qu'il y aurait un dernier conseil, quelque chose que on parlait en préparation, j'ai des dirigeants qui me disent qu'ils n'arrivent pas à appréhender cette nouvelle génération. Est-ce qu'il y a une dernière chose qu'on n'a pas évoquée que vous aimeriez leur partager ? Rappelez-vous, en fait, qu'on a tous été jeunes et que nos parents nous ont pas toujours forcément compris, ou même nos grands-parents. Et ils sont pas si loin de nous, finalement. C'est juste qu'ils ont d'autres sujets. On en parlait avec certains dirigeants il y a quelques semaines et moi je suis de cette génération des années 80 qui a été également la génération Black Bomber en 98 et j'exprimais à un patron qui avait la cinquantaine, je lui dis mais t'es né dans les années 70, on rêvait sur votre génération, par contre on est fan de rap nous et c'est cette génération un petit peu art de rue, donc on a réussi à se parler. Pourquoi ce serait impossible de parler à cette génération qui porte aussi ses propres combats? Et puis, ce qui est super amusant, mine de rien, c'est que
Certains d'entre nous, quand nous étions très jeunes, on a quand même voté écolo au premier vote. Donc, tout ce qui est éco-responsabilité, tout ce qui est lutte pour avoir un climat qui se porte au mieux, on l'a porté. Donc ça, on leur dit pas non plus forcément, mais c'est très intéressant d'écouter déjà les gros sujets qui les intéressent. Et vous verrez que finalement, c'était les mêmes qui nous intéressaient. C'est juste qu'ils les mettent d'une autre manière. Ouais, complètement. C'est une question d'écoute, tout simplement. Complètement. Ouais, c'est exactement ça. Eh bien, Julie, merci beaucoup pour cet échange. Merci beaucoup, Delphine. Si les personnes veulent vous retrouver, vous êtes très active sur Instagram, donc à Julie Douarin, donc facile à trouver. Voilà, donc ils n'hésitent pas à vous contacter. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.